Le podcast du Centre national du livre aime les écrivains, qui débarquent dans les grands entretiens pour faire entendre leur voix unique. Au programme Chemin de traverse, écriture qui bouleverse. Écoutons les pensées, sages, énervées, extatiques, et laissons-nous bousculer pour ne plus revenir à l'identique. Le roman Hommage de Julien Pérez, publié aux éditions POL, raconte l'histoire de Gobin Machine, un artiste survolté au talent fou qui aime et manipule ses proches à la manière d'un démiurge et qui provoque la stupeur quand il disparaît subitement dans la montagne. Son entourage prend alors la parole et des fragments de langage deviennent kaléidoscope d'une pensée et d'un monde torturé qui révèlent avec humour le merveilleux et le monstrueux de chacun, en mettant en perspective le regard du lecteur, une expérience en somme. Le grand entretien avec Julien Pérez, c'est maintenant. Quand est né le désir d'écrire votre premier roman Hommage ? Cette idée de premier roman, elle vient de loin, en tout cas le désir d'écrire un premier livre. J'ai fait beaucoup de tentatives de romans qui ont tout échoué. Voilà, je pense c'est vraiment du travail de longue haleine. Au départ, je crois que j'arrivais pas à gérer la masse de texte que représente un roman, même si par ailleurs j'écrivais effectivement des chansons, beaucoup de chansons, j'ai écrit des articles, des préfaces pour des amis dans des monographies, enfin j'ai eu plusieurs pratiques d'écriture, mais le roman c'est quelque chose de particulier, ouais, je dirais moi c'est surtout la masse quoi, qui m'inhibait un peu. Et je crois qu'en fait, ce qui me bloquait aussi, c'était voir faire des récits monolithiques, quoi. Et tout d'un coup, j'ai eu cette idée du roman choral. Au départ, ça allait pas de soi, parce que bon, c'est censé être plus dur, a priori, parce que ça pose des problèmes, évidemment, de structure, d'éclater l'intrigue comme ça. Mais moi, j'y ai vu quelque chose où je pouvais me sentir plus à l'aise, parce que je pense que ça me rappelait, en fait, tout bêtement, la manière d'écrire des chansons pour un album, quoi. L'idée que en fait, moi, quand je travaille sur un disque, je peux travailler sur plusieurs chansons en même temps et avancer de façon simultanée sur plusieurs trucs, pouvoir en abandonner certaines en cours de route. Et puis c'est à la fin que je pense à l'ensemble. Et en fait, pouvoir faire ça avec les textes, imaginer comme ça une galerie de personnages avec chacun leur manière de parler, leur façon d'associer les idées, etc. Je me suis dit, bon, je peux me lancer dans plein de textes différents, plein d'écritures différentes, expérimenter, m'amuser, et c'est pas grave s'il y a des choses qui foirent, quoi. Donc ça m'a vraiment débloqué, et à partir du moment où j'ai pris cette décision voilà, d'écrire à plusieurs voix, quoi, je crois que l'écriture, ça m'a pris à peu près un an, quoi. Le coup de théâtre, ça vous évoque quoi ? Le coup de théâtre, alors moi en fait je connais assez mal le théâtre, souvent je suis mal à l'aise quand je vais voir une pièce de théâtre, je crois que j'ai un problème avec, en tout cas comment dire, peut-être un peu le stéréotype du jeu d'acteur quoi, qui est dans l'emphase, dans peut-être la surincarnation, même si je sais très bien il y a plein de formes de théâtre et des formes justement de théâtre qui essaient de déconstruire ça depuis longtemps déjà. Euh, mais voilà, je suis pas un grand connaisseur de théâtre. En revanche, le théâtre écrit, ça j'aime beaucoup. Enfin, par exemple, voilà, j'aime beaucoup lire les pièces de Beckett, par exemple. J'ai jamais aimé voir une pièce de Beckett sur scène. Enfin, ça m'a toujours mis très mal à l'aise les interprétations. Et je trouvais que ça dénaturait totalement ce que j'avais pu projeter en tant que lecteur, quoi. Enfin, je crois qu'il y a une abstraction dans les textes qui me plaît. Et voilà, j'ai du mal avec l'incarnation lorsque ça passe par la parole d'un acteur. Mais Ça coupe le fantasme ou l'imaginaire. ouais, je trouve que ouais, ça freine un peu mon imaginaire. Mais par contre, voilà, j'ai toujours été sensible à l'aspect formel, quoi, des pièces de théâtre écrites, enfin, dans un livre, quoi, lorsqu'on lit une pièce de théâtre dans un livre. Et, euh, Et donc voilà, c'est quelque chose qui, sans vouloir dévoiler la façon dont évolue mon roman, mais c'est quelque chose qui a influencé le livre formellement et aussi dans l'intrigue, quoi. Parce que, ça je peux vous dire sans dévoiler quoi que ce soit, parce que c'est dès le début, mais ce personnage d'artiste qui a disparu en montagne, et donc on suppose qu'il est mort, euh, au début du livre, assez rapidement, certains personnages qui prennent la parole pour lui rendre hommage commencent à douter et se disent, mais
Est-ce que finalement, il serait pas en train de se jouer de nous? Est-ce que ce serait pas tout ça un dispositif artistique, une mise en scène? Et donc voilà, assez rapidement, il y a cette idée de théâtre qui rentre en jeu, je dirais, dans l'intrigue. Donc à la fois dans le sens où le disparu serait metteur en scène de sa disparition, mais aussi parce que à travers les hommages, les différents personnages qui prennent la parole commencent un peu à parler les uns sur les autres, à régler des comptes, et donc il y a tout un truc aussi du théâtre mondain qui se met en place quoi, au fur et à mesure. Votre livre s'intitule Hommage, mais critique, déclaration, manifeste, au pluriel, aurait pu sonner juste. Alors pourquoi hommage? Alors, hommage au pluriel, bon, moi j'aimais bien le fait que c'était un titre programmatique en fait qui dit ce qu'il y a dans le livre, quoi. Même si évidemment, voilà, cet exercice de l'hommage, il est mis un peu, enfin, il est distordu, et que forcément ça cache une forme d'ironie parce que tous les personnages ne sont pas spécialement tendres avec le disparu. Et en fait, par rapport à ce que je racontais au début, sur le choix tout d'un coup d'écrire un livre à plusieurs voix, livre choral comme on dit, ça c'était une idée enfin, assez vague quoi, sur la forme que pouvait prendre le livre. Et lorsque j'ai réfléchi à voilà, qu'est-ce qui pouvait faire tenir ensemble plusieurs voix, plusieurs subjectivités, bah, en fait cette idée de l'hommage funéraire, cérémonie funéraire m'est venue assez vite. Parce que tout le monde est à égalité, finalement. Ouais, enfin en tout cas tout le monde. En fait, je crois que ce que j'aimais bien, c'était bon, évidemment tout le monde a en commun bah, la personne qui a disparu et à qui on est censé rendre hommage. Et puis je crois que, enfin, à chaque fois que moi j'ai été spectateur d'enterrement, de cérémonie pour la disparition de personnes et même de personnes très proches de moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de très bancal, quoi, de très foireux. C'est comme si c'était pas possible d'être vraiment à la hauteur de l'événement et de ce que ça remue enfin, dans ce que ça remue chez chaque personne de manière intime, quoi. C'est-à-dire que dans ces rituels, enfin, a fortiori dans des sociétés occidentales comme les nôtres, où quand même on a vachement, enfin, on met vachement sous le tapis la question de la mort. Et donc quand on se retrouve, je sais pas, par exemple, à une cérémonie dans un crématorium, on est sur une sorte de salle grise. Avec quelques néons, un discours enfin, totalement impersonnel de l'employé. Enfin, il y a quelque chose qui jure complètement avec cette affaire si importante qu'est censée être la mort et la disparition de quelqu'un, quoi. Et donc, en fait, je pense que, enfin, de toute manière, ces protocoles sont assez, comment dire, enfin, sont assez défaillants dans nos sociétés. Et donc ça m'intéresse aussi parce que je pense que c'est un potentiel comique évident, quoi. Oui, Voilà. Que, en fait, j'allais y venir. bah oui, on se retrouve là. Et alors, enfin, je fais aussi le parallèle avec le vernissage d'art, quoi. Alors évidemment, qui est moins grave, mais quand même, on a souvent tendance à avoir des discours un peu pompeux sur l'art, sur l'importance de l'art, la création artistique comme quelque chose de vraiment qui échappe, disons, enfin, comment dire, au côté frivole de l'existence et tout. Et en même temps, lorsqu'on se retrouve à un vernissage d'art, en fait, on passe quoi, 5 secondes à regarder un tableau ou une photo, une installation, puis on passe au reste. Il y a plein de monde. On est à moitié en train de faire du small talk, à manger des petits fours, à avoir une coupe de champagne. Et finalement, l'artiste qui a travaillé des mois et des mois, il ne gagne que très peu d'attention de la part du public, quoi. Et donc voilà, je crois que dans toutes ces formes de cérémonies, il y a quelque chose ouais, de profondément dérisoire et un potentiel comique assez fort. Et donc voilà, c'était un peu l'idée aussi, c'était de m'amuser avec ça et puis de le mettre aussi en regard avec peut-être des rapports plus intimes à l'art qui là peuvent être, je pense, dans le livre, enfin peut-être les personnages peuvent sembler plus profonds lorsqu'ils parlent de ce qu'a suscité l'art en eux-mêmes, des fois même à leurs dépens, ils se mettent à livrer des peurs, des tiraillements, des doutes qui sont nés au contact de l'art. Mais par contre, lorsqu'ils se retrouvent dans ces formes de cérémonies, de rituels sociaux, là, ils montrent la partie un peu la plus foireuse d'eux-mêmes, quoi. La farce, c'est le propre de l'art. Je dis pas qu'il faut absolument tout tourner en dérision, mais par contre, je pense que, enfin, moi en tout cas, en tant
que lecteur ou visiteur d'exposition ou spectateur de films, c'est vrai que j'aime bien lorsqu'il y a une forme d'humour, même si ça peut être un humour très noir ou très étrange, mais c'est vrai que j'aime bien lorsqu'on, on s- comment dire, on prend pas trop de pincettes avec les sujets supposés sérieux, quoi. Et j'essaye moi-même, même si évidemment, comme tout le monde, j'ai des pulsions pompeuses et grandiloquentes, quoi, mais j'essaye au maximum Ouais. de prendre du recul par rapport à ça et à essayer voilà, de trouver ce qu'il peut y avoir un peu de risible surtout dans ce genre de grandes affaires, quoi, comme Ouais. l'art et la disparition. Ouais. Il y a un passage très rigolo avec Joël, l'un des personnages de votre livre, qui est un artiste, mais on ne sait pas trop. Dans mon esprit, mais c'est volontairement assez flou, mais c'est plutôt une sorte de philosophe universitaire. D'accord. Parce qu'il parle de sa discipline, qu'il exerce avec rigueur, mais Oui, on sait pas de. bon, Voilà. c'est pas vraiment ce que c'est, mais on sent voilà, qu'il est un peu dans une Ouais. forme de rivalité avec Rivalité. Gobin. Ouais. Ouais, avec Gobin. Et donc, ils font une randonnée avec Gobin, qui se transforme en calvaire pour Joël, mais qui apparaît aussi comme une expérience mystique. Moi, je Ouais, pense que l'art se doit d'être expérimental, quoi. ouais, Sinon, ça sert à rien. Sinon, c'est de l'art pompier qui rejoue des formes pour contenter voilà, les puissants, quoi. ouais. Donc, non, l'art, je pense, se doit d'essayer, même lorsque c'est pour se planter. Et effectivement, le personnage, enfin, je pense qu'il est profondément ambivalent, le personnage de Gobin, c'est-à-dire qu'à la fois, on perçoit à travers les hommages qui lui sont rendus et les personnes qui lui sont, comment dire, favorables. On perçoit que c'est quelqu'un quand même qui essaye beaucoup de choses, qui expérimente, qui improvise beaucoup, et des fois qui a un peu des sortes de fulgurances, mais en même temps, sous plein d'autres aspects, il apparaît vraiment comme une personne assez détestable, assez imbue d'elle-même, qui manipule. Et, euh, et ouais, je pense que c'est des dimensions qui coexistent souvent chez les personnages d'artistes. Parce que je pense enfin, être, comment dire, se revendiquer artiste, ça nécessite quand même d'avoir une certaine estime de soi, quoi. Même si c'est dans la souffrance qu'on aboutit à créer des formes, etc. Il faut quand même, à la base, considérer qu'on a quelque chose à dire, quelque chose à Ouais, exprimer, et qu'on a un public potentiellement qui serait intéressé par ces ouais. choses-là. Donc ça nécessite quand même, De se prendre un peu la chose au sérieux. oui, un peu la chose au sérieux, et puis de penser qu'on a un talent, des Ouais, qualités. Et en même temps, la pratique artistique, si elle est pratique expérimentale, pratique du doute, elle doit forcément plonger à plusieurs moments dans des formes de crise, crise de légitimité. Où on se demande oui, si on a vraiment quelque chose à dire d'intéressant. Enfin, et donc, bah, moi, effectivement quelque chose que j'ai essayé de rendre je pense, dans ce personnage, et ce que permettait aussi l'éclatement des points de vue, et donc cet amoncellement de points de vue sur Gobin qui peuvent dire des choses totalement contradictoires. Euh, voilà, c'était essayer de rendre, bon, et puis là c'est un personnage d'artiste, mais quelque part c'est aussi enfin, toute existence Névreux. est très complexe, Ouais, et voilà, à certains moments les gens peuvent être très drogues, très attentionnés, à d'autres moments être sinistres et méchants, enfin, et on est tous habités par plein de dimensions comme ça et plein de potentialités. Et, donc c'était quelque chose, j'avais envie qu'on sente quand même quelque chose d'assez réaliste en fait, de vivant dans ce personnage, quoi, à travers tout ce qu'on disait de lui. Et puis, mais il y a aussi effectivement quelque chose un peu de l'ordre de la satire, parce que disons que les mm, curseurs sont poussés très loin. Donc lui, d'une certaine manière, il incarne vraiment un cliché de l'artiste contemporain célèbre, une sorte d'artiste qui touche vraiment à tout, qui est dans la pluridisciplinarité à fond, qui est un peu omnipotent, qui tire les ficelles d'un truc presque, à certains moments, ça va presque vers le fantastique, ouais. vers un truc presque de magie noire, ou on ne sait pas trop quoi. Et donc voilà, là, c'est une manière un peu de m'amuser avec ça, parce que, enfin, c'est vrai que l'art contemporain, en fait, il génère tellement de fantasmes parce que c'est à la fois un milieu, comment dire, assez opaque quand même par son jargon, par
Mais le texte importe aussi, finalement, le Ah discours. bah beaucoup, ouais. Enfin, en tout cas, pour déjà toute la partie de l'art qui est l'art conceptuel, alors aujourd'hui, on en est un peu revenu, et il y a aussi un retour de l'art figuratif, mais en tout cas, l'art conceptuel, c'est quand même avant tout du langage, finalement. Et puis, bah oui, il y a tout la critique d'art, ce qu'on voit écrit sur les cartels, enfin, voilà, c'est marrant de voir dans certains musées, les cartels, je pense pour 90% des gens, sont incompréhensibles, quoi. Il y a vraiment un jargon propre à l'art. Euh, et donc, bon, ça, c'est une raison aussi pour laquelle j'ai choisi ce milieu, parce qu'il y avait cette dimension avec le langage. Je trouvais ça intéressant aussi d'essayer d'évoquer une œuvre visuelle par la langue, mais sans être, comment dire, trop dans des descriptions trop longues, enfin, à travers le livre, ce qu'on perçoit, enfin, les informations qui sont données, les indices sur sa pratique artistique sont assez disséminés, assez flous, quoi. On a quelques noms d'œuvres, on a une petite description par-ci par-là, mais finalement, on peut vraiment projeter, je pense, beaucoup de choses, quoi. Et l'idée voilà, de donner un peu cette œuvre, mais par clignotement, comme ça, enfin, j'avais envie, ouais, de pouvoir exciter, en fait, l'imaginaire visuel du lecteur, sans être, voilà, trop directif, quoi. Enfin, en fait, essayer de faire en sorte que chacun, lorsqu'il lit le livre, essaye de mettre des images sur enfin, sur cette œuvre visuelle, en allant puiser dans ses propres souvenirs de visites, d'expos, de musées et tout. Ça, je trouvais ça intéressant. Et donc, ouais, il y a vraiment, enfin, en fait, l'art contemporain, enfin, ce sujet d'art contemporain et ce personnage d'artiste, ça s'est un peu imposé petit à petit, parce qu'au départ, je- Il y a eu un déclic quand même au départ. Il y a toujours ça. Moi, ouais, j'imagine qu'on part toujours de quelque chose. ouais, mais au début, je pensais, en fait, comme la première chose que je voulais faire, moi, c'était vraiment travailler ces différents personnages et ces manières de parler, et finalement des discours assez généralistes sur l'art. Alors, je savais que enfin, je voulais que ça parte d'un personnage d'artiste, mais au départ, je m'étais un peu laissé ouvert la possibilité que ce soit peut-être un écrivain, un musicien, et puis finalement, lorsque j'ai développé chaque personnage, je me suis dit non, en fait, que l'art contemporain, enfin les arts visuels, en tout cas, c'est intéressant à la fois parce que, donc, pour cette raison-là, du rapport entre les mots, le langage et ce que ça peut évoquer comme image à l'intérieur à la personne qui lit. Et puis aussi parce que, en fait, rapidement, je me suis dit, ben, cette galerie de personnages, ça rappelle un peu les œuvres dans une exposition et comment on les fait fonctionner ensemble. Même des œuvres hétérogènes dans une expo, on va décider que ces trois œuvres, elles vont se suivre parce que ça résonne, parce que leur association crée enfin, prolonge un sens plus global. Et puis, enfin, et je me suis mis un peu ouais, à réfléchir de cette manière, à me dire, bah, ces problématiques d'accrochage, ouais, De mettre des choses qui n'ont rien à voir les unes à côté ouais, des autres. voilà, tout ça, je trouvais ça intéressant. Il y avait l'idée des galeries aussi. Donc je pensais aussi, enfin, dans la polysémie de galeries, aux galeries souterraines, parce qu'il y a tout un truc dans le livre avec des espaces, des cavités, des souterrains, des parkings. Donc il y a. Et puis c'est comme aussi si chaque personnage creusait un peu sa propre galerie au début, quoi, et chacun va dans une direction, enfin, et dans une sorte de monologue sans vraiment prêter attention à ce qui se dit autour de lui. Et puis petit à petit, ça devient de plus en plus poreux. Et les personnages commencent en fait à tendre l'oreille un peu sur ce qui est dit par les autres. Et on se rend compte en fait voilà, finalement, ils s'écoutent et ils commencent à se répondre, quoi. Et donc voilà, je suis un peu éloigné Non, de la non. réponse initiale, mais... Il y a un autre passage dans votre livre, drôle et grinçant, où Gobin s'amuse avec les jouets de Lucas, l'enfant de ses amis, et lui tend un arbre en plastique en lui disant que c'est son papa, jusqu'à ce que l'enfant acquiesce en pouffant. Oui, bah, il y a ce personnage de l'enfant qui revient dans plusieurs hommages, et c'est vrai que lui-même, il prend pas vraiment la parole. Enfin, s'il y a un tout petit peu à la fin, mais il n'a pas d'hommage à proprement parler. Bah, de toute façon, on fait pas d'hommage quand on a 8 ans. Mais, mais encore que ça serait peut-être plus intéressant. Mais oui, bah, c'est vrai que il y a forcément une forme de parallèle qui est fait entre cette la manière dont, lorsqu'on est enfant, on a un imaginaire assez, quand même, débridé, assez brut, qui peut même, des fois, nous entraîner vers des choses effrayantes. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en ai fait quand j'étais enfant, aussi j'étais fils unique, donc souvent assez seul, à devoir
inventer un peu enfin, des Des mondes mots? imaginaires pour m'occuper, quoi. Et oui, je vois évidemment, enfin, je pense que c'est un peu, comment dire, enfin, c'est quelque chose qui a déjà été beaucoup dit, mais qui a un parallèle évident entre cette sorte d'énergie, cette vitalité imaginative de l'enfance, et puis ce qu'un artiste doit chercher pour créer, quoi. Mm. Et puis en même temps, oui, enfin, et Gobin, la manière dont il se comporte avec cet enfant à ce moment-là, avec le jeu, enfin, j'aimais bien ce truc ambigu où à la fois c'est assez quelque chose d'assez mignon, mais en même temps en essayant de le forcer Ouais, à faire ce lien un peu absurde entre son père et un arbre en plastique. C'est aussi une manière de faire un peu violence, de montrer aussi que ouais, le langage, c'est quelque chose qu'on peut imposer, enfin que ouais, voilà. dire que tel mot désigne telle chose, finalement, c'est les gens qui ont du pouvoir qui peuvent vous l'imposer, quoi. Et ça, je crois qu'aussi dans le livre, il y a quand même cette idée que le langage est un outil de pouvoir très important, et donc c'est pour ça que les gens ne s'expriment pas de la même manière dans le livre, et puis forcément ceux qui ont le plus de pouvoir ont peut-être un langage qui fait plus écran, qui est plus alambiqué, qui disent les choses sans les dire, avec beaucoup de choses qui sont suggérées. Et, euh, ouais, ça c'est... Effectivement, bah, de toute façon, c'est un livre aussi, je pense, sur les rapports de domination. Oui. Donc là, pris dans cette dimension de satire sur un microcosme qui est celui de l'art contemporain, mais en réalité où se joue, enfin, pour connaître un peu ce milieu, je veux dire, il se joue les mêmes problèmes que partout ailleurs dans la société, c'est-à-dire des rapports de domination, des confiscation des richesses, ou mauvaise répartition des richesses, toutefois, et enfin... Et tout, c'est comme ouais, une sorte de petit modèle réduit de problèmes plus vastes qui ont lieu dans tous les champs de l'activité, quoi. Vous êtes aussi compositeur et interprète. Des clips originaux accompagnent vos titres, comme Les vacances continuent. Et ça, c'est oui, de Yann Gonzalez, qui est un cinéaste que j'aime beaucoup, et j'étais super content Ouais. qu'il accepte de faire un clip pour moi. Bah ouais, enfin, il y a beaucoup de clips que j'ai fait avec des gens dont j'aime beaucoup le travail en tant que cinéaste ou vidéaste. C'est aussi une forme d'écriture, donc je Ouais. sais pas. Alors sur la vidéo, j'ai souvent enfin, contacté ces personnes, mais après je leur ai laissé le champ Mm. libre. Donc moi, je pas vraiment. Enfin, je fais quelques vidéos, ça m'est arrivé, mais c'est vraiment pas mon cœur de pratique artistique, quoi. Mais par contre, oui, il y a une influence. Enfin, je pense que quand j'écris, je pense. Enfin, il y a beaucoup d'idées qui me viennent du cinéma, je crois, et de la Mm. vidéo. Vous Euh, citez d'ailleurs dans votre livre, ouais, vous citez aussi quand même de nombreux écrivains, ouais. notamment en faisant intervenir Gloria. Mm. Oui, ouais, elle parle de Ouais, films, de c'est ça, livres, de c'est tout ce qu'ils ont échangé quand ils étaient ensemble. Et ouais, c'est vrai qu'au cinéma, enfin, bah, ouais, toutes les problématiques de montage, même de bande son, c'est des choses ouais, que je pense ouais, qui m'influencent ouais, dans l'écriture. Là, il y a beaucoup de montage dans ce livre parce qu'évidemment, bah, comme c'est complètement fragmenté, pour chaque texte, il y avait l'idée aussi de se dire à quel moment on coupe, quoi. Enfin, donc ça, ouais, c'est quelque chose que en fait, une fois que j'ai eu tous les textes dans leur première version, j'ai vachement travaillé sur ça, sur les moments où on coupe, et puis après, évidemment, l'agencement, donc bah, quelque chose qui est un peu intense et plein, bah, après mettre un passage plus calme. mm, Bah, ça rejoint ce que je disais au début sur la difficulté, lorsqu'on n'a jamais écrit un roman en entier, à gérer comme ça sur une masse de textes très longue, en fait, tout simplement, enfin, de manière très pragmatique, mais au bout d'un moment, c'est plus possible de se relire depuis le début parce qu'il y a trop de textes, quoi. Donc on va pas se relire pendant 3 heures avant de se remettre à écrire. Et donc, il y a un truc où on perd un peu le fil, je trouve. avec les Et fragments. avec le fragment, bah, moi, ça m'a un peu permis de passer outre ça. Et évidemment, en fait, ça a juste repoussé les problèmes à plus loin. Mais ça m'a permis en fait, De vous mettre en route. ouais, de me mettre en route et d'avoir confiance en moi et d'avancer, quoi. Et là, d'ailleurs, enfin, je me suis lancé dans l'écriture d'un nouveau livre et qui est pour le coup beaucoup plus classique dans sa forme, mais j'ai plus ce problème, quoi. Enfin, d'avoir fait une première fois le passage Vous êtes entier, libéré. ouais, ça m'a libéré d'un Ouais, ouais. truc. Et Vous n'êtes pas dans l'angoisse du deuxième roman.
Non, ben je crois, en fait, j'ai commencé à l'écrire assez tôt, euh, lorsque POL ont accepté de publier le texte. Je me suis dit que c'était important forcément, j'étais ravi et honoré qu'ils acceptent. Et je me suis dit qu'il fallait battre le fer tant qu'il était chaud et me lancer dans cette nouvelle écriture avant de sortir mon premier roman et justement d'être un peu. euh, Enfin, je me disais, quelle qu'en soit la réception, c'est forcément ça allait être quelque chose qui allait influencer l'écriture du prochain. Et donc, je préférais commencer avant pour être dans quelque chose de peut-être plus détaché, quoi, voilà, des questions de réception. Et, euh, et en tout cas, oui, je me suis rendu compte que bah, voilà, d'avoir fait une première fois ce passage, de m'être rendu compte de ce que ça représentait, bah, j'arrivais beaucoup plus lorsque, je sais pas, j'écrivais une description, par exemple, de nature. Et ben, je sais la taille que ça doit faire à peu près pour que ça fasse une respiration, quoi. Mais c'est bête, mais c'est vraiment des trucs très pratiques. Mais au début, quand on n'en a aucune idée, on va faire un truc beaucoup trop long en se disant, bah là, il faut vraiment que je fasse une respiration, mais en fait, c'est beaucoup trop long. À d'autres moments, c'est trop court. Il y a aussi un truc, je me suis rendu compte que ce qui était vraiment important, enfin, pour moi en tout cas, dans l'écriture, c'est de laisser sortir le texte vraiment en flow, quoi. Quitte à ce qu'il y ait plein de maladresses, qu'il y ait plein de problèmes, mais ne pas avancer mot par mot ce que je faisais au début. Et qui était vraiment horrible, quoi. Je passais 2 heures pour écrire 3 phrases, et puis à la fin, bah, il n'y a aucun rythme, aucune musicalité, parce que, bah, en fait, on a travaillé juste les mots, mais pas le flux. Et c'est vrai que, en fait, bon, ça paraît tout con une fois qu'on s'en est rendu compte, mais c'est vrai que quand on lit un livre, on ne bloque pas sur un mot en se disant, ah, putain, j'aurais pas pris un autre adjectif, peut-être. Non, on est pris dans un Pas tout flux. le monde, pas tout le monde. Ouais, peut-être, mais bon, dans ce cas, c'est un peu bizarre, quoi. Enfin, Je et, plaisante, bien sûr. non, mais voilà, ce truc du flux, c'est important, quoi. Et ça demande évidemment aussi un truc de confiance en soi, de se dire, bon, je laisse jaillir un premier truc, et puis ensuite, j'aurai tout le temps de revenir, de faire des ajustements, de trouver peut-être, enfin, oui, le bon adjectif, justement, mais il faut pas que ça prenne 1 heure, quoi, de choisir un mot, sinon c'est pas possible, quoi. Il y a un passage qui dit dans votre roman: le dévoilement anéantit l'objet trouvé en le rendant visible. Il en va de même pour les choses de la vie. Pour être tout à fait 3 heures. sincère, mais non, mais c'est marrant parce que j'ai fait des études de philo il y Oui. a longtemps. Et pour moi, c'était vraiment le genre de phrases, de trucs un peu, comment dire, Obscur. tordus de la philosophie, enfin, qui en soi marchent, quoi. Mais voilà, moi, c'était plus jouer avec ce registre de langage et ces manières de réfléchir, quoi, de la philo. Donc, comme ce personnage, justement, de Joël, est, dans ma tête, c'était un peu, ouais, une sorte de jeune prof de philosophie assez vaniteux qui Ouais. ouais. Ok, ouais. Mais bon, je sais On est pas, là, comme ça, bien. sorti de son contexte, je sais, je sais- Mais justement, on va donner la parole à Joël. voilà, Julien Pérez, c'est parti pour la lecture. ce jour-là, il faisait encore nuit quand nous avons quitté sa maison dans le village pyrénéen d'Arins-Marsou. Nous avons roulé une vingtaine de minutes sur une départementale particulièrement étroite, sinueuse et pentue. Je me souviens des rideaux de brume qui glissaient rapidement vers le fond de la vallée et de la lune qui apparaissait à travers leurs filandres. Une fois arrivé sur le parking du lac du Tech, je suis parvenu après moult de négociations à convaincre Gobin de patienter jusqu'à ce que les premières lueurs du jour rendent le sentier praticable. Dans mon sac à dos, je n'avais qu'une gourde et une barre de céréales. Je pensais être redescendu pour le déjeuner car c'était ce dont nous étions convenus. Le sentier traversait d'abord une forêt luxuriante constituée essentiellement de feuillus, des chênes, des hêtres, peut-être aussi des châtaigniers. Je me souviens de grosses limaces avachies sur le chemin, repues de rosée, des exhalaisons fongiques, végétales qui saturaient l'air. Il est probable que Gobin se soit félicité d'être parti à l'aube, même si je ne peux le garantir absolument. La majeure partie du temps, nous sommes restés muets. Le chemin montait alors en douceur et nous marchions d'un bon pas. Au bout d'une trentaine de minutes, nous sommes sortis de la forêt et avons gagné un léger plat parsemé d'arbustes résineux, des petits pins sylvestres, des petits pins noirs. Le ciel commençait tout juste à rosir. Une centaine de mètres plus loin, quand a débuté l'ascension à flanc de montagne, Gobin, qui me précédait, s'est mis soudain à accélérer. Il est étrange de mettre au défi quelqu'un à qui on tourne le dos, ai-je pensé à cet instant. J'ai tenu facilement la cadence qu'il cherchait à m'imposer.
À l'époque, j'étais dans une forme olympique, je pratiquais 5 sports à haut niveau. J'ai même la conviction que je l'aurais aisément distancé si seulement j'avais pu le déborder sans nous mettre tous les deux en danger. Hélas, le sentier était trop étriqué. Je n'en ai donc rien fait et me suis contenté d'observer l'inexorable amenuisement de la végétation au fur et à mesure que nous prenions de l'altitude. Nous avons atteint un ressaut rocailleux au bout d'une petite heure. C'est l'endroit qu'il a choisi pour s'arrêter et faire volte-face. Son regard a glissé sur moi. S'il était surpris de me trouver sur ses talons, il n'en a rien laissé paraître, et s'est posé quelques centimètres au-dessus de ma tête pour embrasser la mer de nuages qui recouvrait la vallée en contrebas, dissimulant ainsi, tel un prestidigitateur, le besoin de reprendre son souffle derrière un impérieux désir de contemplation, ai-je pensé à cet instant. Indifférent à ce tour de passe-passe, je me suis efforcé de regarder dans l'autre sens, celui de l'ascension, pour lui signifier que j'étais non seulement prêt à repartir, mais aussi à ouvrir la marche. Quand il s'est enfin écarté, je me suis engagé énergiquement sur le sentier, espérant l'arracher à son hébétement romantique façon Friedrich en Quechua. Mais au bout de quelques mètres, n'entendant que le bruit de mes propres pas, j'ai bien été contraint de me retourner. Ne me trouvant ni derrière moi, ni sur le belvédère improvisé où nous nous étions arrêtés, je me suis demandé s'il avait jeté l'éponge et s'en était retourné sans juger bon de me prévenir. Puis, à force de balayer du regard ce désolant paysage d'éboulis, j'ai fini par l'apercevoir en train de se frayer un passage à travers la caillasse où, une fois parvenu aux abords d'un semblant de névé, il s'est accroupi pour inscrire du bout de l'index quelque chose dans la neige. Quelque chose qu'il s'est empressé de photographier sous toutes les coutures avec son téléphone. Un dessin, un mot, nos initiales accompagnées de la date de notre passage. De quoi s'agit-il, ai-je pensé à cet instant? Est-il soudainement retombé en enfance? Va-t-il m'imposer une bataille de boules de neige avant de reprendre la route? Il ne m'a donné aucune explication par la suite, et je me suis bien gardé de lui en demander. Nous avons poursuivi la montée en silence. L'escarpement croissant, combiné aux effets du soleil qui commençait à s'enhardir, a fini par avoir raison de ma chemise. Je fulminais intérieurement contre cette odieuse sensation de tissu détrempé, étreignant mon poitrail telle une camisole visqueuse. Pressé d'en finir, je ne ménageais pas mes efforts. Contrairement à d'autres disciplines sportives qui mobilisent l'intelligence, la tactique, la stratégie, l'exercice absurde consistant à mettre un pied devant l'autre sur une pente à 70 degrés n'a d'autre vertu que d'engourdir l'esprit en le plongeant dans le purin d'une répétition avilissante. Bercé par la morne bande-son du sang me battant aux tempes, que seul venait troubler les rares piaillements de rapaces décarnis décrivant des cercles idiots au-dessus de nos têtes, je pris mon mal en patience, priant mes jambes robustes d'abréger ce calvaire dans le plus bref délai. Après 2 heures de marche effrénée à faire pâlir un Sherpa, le refuge est apparu enfin. Triste bâtisse posée parmi les rocailles au pied de laquelle un trou d'eau faisait office de lac d'altitude. Il était 10 heures. Notre but était atteint. Après une courte pause, nous pourrions redescendre, comme convenu. C'est ce que je croyais alors. Nous avons donc pris place à une table de la terrasse, profitant de l'ombre d'un parasol et avons consommé, chacun en silence, notre barre de céréales. L'endroit était désert. Vraisemblablement, nous étions les premiers arrivants de la journée, et les pensionnaires de la veille avaient déjà dû reprendre la route. Au bout d'un moment, Gobain, qui ne m'avait plus adressé la parole depuis bientôt 3 heures, s'est proposé d'aller chercher des boissons fraîches et à l'intérieur du refuge. Une manière de faire bonne figure, me suis-je dit en acceptant son offre. Ensuite, le temps m'a paru long, très long, et après avoir élaboré plusieurs hypothèses, j'ai dû me rendre à l'évidence. Mon ami, si taiseux à mes côtés, était sans nul doute en train de discuter avec quelqu'un à l'intérieur du refuge. Toute autre compagnie est-elle préférable à la mienne, ai-je pensé à cet instant. Lorsqu'il a fini par réapparaître, Gobain tenait dans les mains, à la place des boissons promises, une grande carte IGN qu'il a étalée sur la table, empreinte d'un enthousiasme débordant, un brin suspect, qui m'a fait me demander si le malheureux n'avait pas pris un coup de chaud au cours de notre ascension. Il s'est mis à marteler de l'index un point sur la carte, comme si l'on venait de lui révéler l'emplacement de l'or de Montezuma. Puisque je lui enjoignais de s'expliquer, il m'a dit que le gardien du refuge lui avait indiqué un sommet tout proche, depuis lequel nous aurions une vue imprenable sur le mont Balaitus. Le fameux pic des environs, culminant à 3144 mètres, si ma mémoire ne me joue pas de tour. Le regard illuminé par une excitation digne d'un enfant, ou d'un fou, ou d'un enfant devenu fou, il me tenait le raisonnement suivant. Il était tôt, la météo beau fixe, nous aurions eu tort de nous priver d'un superbe panorama qui ne nécessitait qu'un petit effort supplémentaire. Évidemment, j'aurais dû, à ce moment précis, mettre le holà, mais ainsi, pris au dépourvu, les arguments m'ont manqué. J'ai fait tout de même valoir que l'absence de couvre-chef, sous un soleil de plomb, pouvait être néfaste. Une bonne hydratation suffirait amplement, m'a-t-il sèchement répondu. Conscient qu'il me serait impossible de le faire changer d'avis, je pesais les 2 options s'offrant à moi. Le suivre dans cette entreprise déraisonnable, ou redescendre seul dans la vallée.
Le bougre ne manque pas d'ingéniosité, ai-je pensé à cet instant. Il avait su improviser à la hâte ce coup de théâtre, avec la complicité d'un hypothétique gardien de refuge, me contraignant à choisir entre le péril et l'opprobre. Auteur-compositeur, Julien Pérez signe ses créations sonores aux univers singuliers et déroutants sur le label Dirty, et sous le nom de Pérez. Il collabore avec de nombreux artistes plasticiens comme Elisa Pone pour le projet Ardeur à vivre. Il forme le duo Exotourisme avec l'artiste González Forster.